Et c'est l'heure à présent, et comme chaque jour, du focus, direction aujourd'hui l'Ukraine. Depuis le début du conflit, Moscou est régulièrement accusé d'envoyer ses soldats sur le front. Le Kremlin ne dément pas la présence de citoyens russes dans le Donbass, mais assure en revanche qu'il s'agit de volontaires et non de militaires. Certains experts préfèrent une autre piste, celle des SMP, les sociétés militaires privées. Le business de la sécurité privée a pignon sur rue dans certains pays, notamment aux États-Unis, mais en Russie, ces sociétés ne sont pas encore légales. Les choses pourraient changer dès la rentrée. Reportage signé de notre correspondante en Russie, Ksenia Bolchakova. Officiellement en Russie, les SMP, les sociétés militaires privées, n'existent pas. Pourtant, il suffit de faire un petit tour sur la toile pour découvrir une dizaine de compagnies de ce type. Certaines proposent des missions de sécurité en Irak. D'autres, des formations menées par d'anciens hauts gradés de l'armée russe. Celle-ci a même un spectre très large de services, opérations maritimes, libération d'otages, missions de renseignement. Le patron d'une de ces sociétés a accepté de nous rencontrer. La Russie est l'héritière de l'Empire byzantin et donc du droit byzantin. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et donc proposer des services de défense au-delà de nos frontières, dans les zones de menace terroriste, ce n'est pas formellement interdit par la loi. Sa société mène surtout des opérations de protection des navires contre les pirates somaliens. À chaque mission, il signe de nouveaux contrats avec ses recrues. Si j'ai une commande, et si nécessaire, je peux rassembler jusqu'à 1000 combattants en moins d'une semaine, prêts à prendre les armes. Et qui sont ces combattants ? Ce sont tous d'anciens officiers de l'armée russe, des hommes qui ont une réelle expérience du combat. Mais Oleg insiste, ces hommes et sa société ne participent pas aux opérations armées, ni en Ukraine, ni ailleurs. Le code pénal russe condamne fermement le recours aux mercenaires. S'ils sont repérés, ils risquent jusqu'à 8 ans de prison. Pourtant, on les retrouve bien sur des théâtres d'opération. Une affaire, surtout, a défrayé la chronique, celle des Slavonic Corps, anciens militaires russes embauchés par une société basée à Hong Kong. Envoyés en Syrie pour protéger des sites pétroliers, ils se retrouvent en première ligne, aux côtés des troupes de Bachar al-Assad. Нам говорили, что в этом заинтересована официальная российская сторона. И просто едем мы работать по контракту с сирийским правительством. Mais le FSB, les services secrets russes, démentent tout lien avec l'opération. Sous-armés, sans un sou, ces mercenaires se débrouillent pour entrer en Russie. Mais législation oblige, leurs commandants sont arrêtés, condamnés à 3 ans de prison ferme. Ces sociétés russes qui existent ont beaucoup de problèmes, notamment parce qu'au niveau juridique, elles sont dans une zone grise. Elles n'ont pas de licence, elles ne sont pas contrôlées par l'État. En revanche, aux États-Unis, c'est le département d'État qui assure cette fonction. En Espagne, c'est le ministère du Travail, ou encore en Grande-Bretagne, c'est le Foreign Office. Pour cet expert, il faut donner un cadre juridique à ces sociétés. C'est ce que tente de faire Dmitri Gorovtkov, député du parti Russie Juste. Proche du pouvoir, il est l'un des auteurs du projet de loi pour légaliser les SMP. Il faut comprendre une chose importante. Un mercenaire, selon notre code pénal, est une personne qui agit dans un pur intérêt financier personnel pour s'enrichir. Mais dans notre conception de la loi sur les SMP, le bénéficiaire de leur action sera en tout premier lieu l'État russe. Car la loi permettra de réduire les budgets de la défense et surtout d'accroître la présence russe à l'international sans participation directe de l'État et de l'armée. Une idée à laquelle Vladimir Poutine s'est récemment dit très favorable. Beaucoup de pays et d'organisations qui partagent des positions anti-occidentales inviteraient volontiers des sociétés militaires privées russes à assurer leur sécurité, plutôt que les Américains ou les Britanniques. C'est un vrai marché dont nous pourrions tirer profit. Un marché juteux qui représente plus de 350 milliards de dollars dans le monde. Le projet de loi sera examiné à la Douma dès la rentrée prochaine. Et on revient sur ce dossier avec notre invité du jour, Cyril Brett. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, cofondateur également du blog Eurasia Prospective. Une première question sur ces sociétés privées. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ?
Ce qu'on sait est assez bien retracé dans votre sujet. On sait qu'elles agissent dans un flou juridique qui est plus ou moins voulu, d'ailleurs plus ou moins volontaire. On sait qu'elles sont assises, comme souvent, sur des fortes traditions militaires dans le pays et sur d'anciens membres des forces spéciales. On sait qu'elles servent, qu'elles ont plusieurs avantages et qu'elles sont utilisées pour cela en Russie, notamment le fait que la responsabilité directe de l'État et l'implication du ministère de la Défense sont beaucoup plus difficilement traçables. Enfin, on a des données de terrain assez fortes des deux côtés dans le Donbass, effectivement des troupes de professionnels rémunérés volontaires, ce qu'on appelle des mercenaires, même si techniquement c'est un peu plus compliqué, sont présentes sur les théâtres d'opération pour des raisons de responsabilité, puis pour des raisons de technicité aussi des combats. C'est une arme peu connue du Kremlin aujourd'hui. À quel point ils sont actifs, ces mercenaires? Alors oui, c'est peu connu de l'opinion publique, qui a surtout retenu l'omniprésence des forces des PMC en Irak, puisqu'il y avait 130 000 mercenaires en fait en Irak pour assurer des missions de sécurité. Et les fameux Blackwater, dont on a beaucoup parlé évidemment. Ouais, voilà. Alors, on le sait moins côté russe, pourtant c'est une constante historique assez forte depuis la fin de l'URSS. La tradition militaire russe est une des meilleures au monde. Les troupes sont aguerris à ce genre d'opérations. On commence à découvrir depuis les opérations en Géorgie en 2008, on commence à découvrir, et sur les marges de la Russie, on commence à découvrir que voilà, les Russes, comme les Américains, deviennent experts dans le maniement de ces armées semi-officielles et dans l'exploitation de leurs grands avantages. Ça se manifeste tout particulièrement dans le Donbass depuis 1 an et demi, où les opérations recourant à ce type de ressources stratégiques sont nombreuses. Et il y a le Donbass, mais il y a aussi d'autres fronts, clairement. Oui, il y a d'autres théâtres. Partout où les intérêts russes sont défendus sous une forme non conventionnelle ou non traditionnelle, ces forces sont présentes. Il y a aussi, d'un point de vue strictement géopolitique, des ressortissants russes ou de l'espace soviétique qui sont présents sur des théâtres d'opération. Notamment, vos auditeurs africains le savent bien, les russophones assurant des services de sécurité, que ça va de l'entraînement jusqu'à la logistique ou à des sécurisations de sites, sont très présents en Afrique. Alors, ces sociétés, aujourd'hui, elles ne sont pas légales en Russie, et ça pose évidemment certains problèmes. Il n'y a pas de cadre juridique pour les encadrer. D'une certaine façon. Ça donne lieu à de nombreuses dérives. Oui, alors c'est le risque, et c'est les risques classiques pointés par la Convention de l'ONU de 83 sur les mercenaires, dont ni la Russie, ni les États-Unis, ni la France, ni le Royaume-Uni ne sont signataires. Le flou juridique qui entoure ces sociétés, tout particulièrement en Russie, repose sur le fait qu'il s'agit de contrats privés, qu'il s'agit de contrats de volontaires et qui agissent en dehors des frontières du pays. De sorte que le cadre légal, même s'il existait, serait assez difficile à faire respecter. C'est pour ça que vous parlez de flou volontaire qui arrange... Exactement, parce que si on suivait, si la Douma, le Parlement russe, suit la proposition de loi qui a été présentée dans votre excellent sujet, ça obligerait clairement à identifier, à distinguer deux catégories qui sont savamment dosées dans les discours russes, qui sont les volontaires. Un mercenaire est un volontaire. Et un volontaire rémunéré. Là, donc, on serait obligé de recouper ceux qui sont de purs volontaires, donc des militants politiques, et ceux qui sont tout simplement des contractors, c'est-à-dire des fournisseurs en fait. Ça changerait quoi du coup demain si elles étaient légalisées ces sociétés? Ça permettrait, par exemple, aux observateurs étrangers de consulter des registres. Ça permettrait de pointer plus directement les responsabilités ou les non-responsabilités d'ailleurs des pouvoirs publics russes. La façon dont plus largement, et pour revenir peut-être sur le Donbass, la façon dont la Russie s'ingère dans ce conflit est multiple. Ça va de l'aide humanitaire, le convoi humanitaire d'août dernier, jusqu'à des pressions politiques sur les différents seigneurs de la guerre, des grandes oppositions au sein même des séparatistes. La fourniture d'équipements est absolument essentielle. La construction d'une base récemment découverte par un drone est essentielle. Et l'implication de mercenaires qui sont engagés par des sociétés proches du pouvoir, mais pas des pouvoirs publics, fait partie du jeu, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Cyril Brett. Merci pour votre participation à ce Focus du jour.